Fil de ce cantique anglo-saxon que nous venons d'entendre, on n'a pas toujours les Rolling Stones au temple. Nous sommes ici à Havre d'humanité. Et cette humanité, nous la cultivons avec ce que nous appelons la théologie. La théologie, c'est la science de Dieu, c'est le travail qui consiste à exprimer ce qu'il y a de plus ultime, ce qu'il y a de plus sacré dans la vie, pour le dire avec le vocabulaire religieux. Et c'est cela que Dieu désigne, ce qu'il y a de plus ultime, ce qu'il y a de plus absolu pour nous. Et en étudiant les textes bibliques, le théologien découvre une exigence qui a la priorité sur toutes les autres, c'est la liberté qui nous réunit ce soir. La liberté, c'est la première des 10 paroles qui résonnent dans le Sinaï, que ce soit dans le livre de l'Exode ou le livre du Deutéronome. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. » Et les 9 paroles qui suivent sont 9 paroles pour éviter de retourner en Égypte. Ne pas être prisonnier ou esclave d'une idéologie, et donc pas d'image de Dieu. Le Shabbat, pour ne pas être l'esclave du travail. Charger ses parents, pour ne pas être l'esclave de leurs projets. Et puis toutes les prescriptions relatives au prochain, pour ne pas être l'esclave de nos envies personnelles. Le rédacteur biblique met la liberté en tête. Je dirais qu'il la place en tête de son champ lexical, pour reprendre l'expression du philosophe John Rawls. La liberté en tête de notre champ lexical. Ça signifie que tant que la liberté n'est pas assumée, tant qu'elle n'est pas réalisée, le reste n'est pas possible. C'est une manière de dire qu'on ne peut pas s'occuper sérieusement de la fraternité, du bonheur, de la santé, de la justice, tant qu'il n'y a pas de liberté réelle. Ceci étant, la liberté n'a pas été toujours en tête du lexique théologique. La liberté arrive finalement assez tardivement dans la rédaction du texte biblique, autour du VIe siècle avant notre ère, quand il a l'exil à Babylone et que le peuple se retrouve déporté. Mais avant cela, il y a eu une étape indispensable pour que la liberté devienne un élément structurant de la pensée biblique, c'est le 8e siècle. Au 8e siècle, les archéologues ont repéré qu'on commençait à découvrir des noms inscrits sur les poteries, plus spécifiquement sur les jarres. Cela signifie que l'étape qui a permis la liberté, c'est en fait celle de la propriété privée, que cela nous plaise ou non. C'est le moment où se développe la conscience de soi, la conscience que nous avons une identité propre, que des choses nous appartiennent et qu'il y a un écart entre nous et le reste de la société. Et ça crée un premier espace de liberté. La théologie chrétienne, pour autant, ne considère pas que la liberté, c'est l'absence de contraintes. Elle réfléchit la théologie sur la question de la liberté en termes de capacité à être maître de son histoire. Et c'est la raison pour laquelle l'exil à Babylone est le tournant décisif au VIe siècle. Parce qu'Israël n'est plus maître de son destin. Parce que le peuple n'est plus en mesure de pouvoir présider à sa destinée, que ce soit sur le plan collectif ou sur le plan individuel. Je dirais que la théologie considère que la liberté, c'est le pouvoir qu'on exerce sur soi. Ce n'est pas l'absence de contraintes, ce n'est pas l'absence de passe sanitaire pour entrer dans ce temple. C'est le pouvoir qu'on exerce sur soi. Et cela implique d'avoir une conscience de soi, cela implique d'avoir une consistance personnelle, et puis cela implique que nous ne soyons pas soumis à un ordre qui nous imposerait une identité qui n'est pas la nôtre. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'exorcismes dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus libère les gens qu'il rencontre de tout un tas de servitudes, ce qu'on appelait autrefois les aliénations. Famille, société, religion. Et puis, troisième aspect pour qu'il y ait de la liberté, être suffisamment éclairé pour choisir ses orientations, pour choisir ses adhésions, pour choisir le sens que l'on donne à ses actions, à notre vie.
Et c'est la raison pour laquelle le protestantisme a connu une sorte de renouveau au XVIIIe siècle, on appelle ça le néo-protestantisme, avec la philosophie des Lumières. Alors voilà pour la partie un peu abstraite, et en disant cela, je suis tout à fait conscient d'être dans le monde des idées, le monde parfait des belles idées. Mais en entrant dans ce temple, vous n'êtes pas sorti du monde pour autant. Une église, je peux vous le garantir, ce n'est pas un monde parfait. Ce n'est pas encore le royaume de Dieu. Ce n'est pas non plus l'enfer. Finalement, c'est peut-être pas si loin que ça de Matignon. Et je dois d'ailleurs saluer le travail remarquable des paroissiens qui se sont impliqués dans la préparation de cette rencontre, préparée très rapidement, organisée avec un dévouement incontestable en un rien de temps, alors que les contraintes sanitaires n'ont pas cessé d'évoluer, dans le sens de ce que je ne pourrais pas appeler une plus grande liberté de réalisation. Et je suis particulièrement reconnaissant à Pascal Soula, notre secrétaire, pour tout le dévouement qu'elle a eu. Et je crois qu'on pourrait aussi saluer Mohamed Amrouni, votre directeur de cabinet. J'en reviens aux belles idées et aux beaux discours. Penser la liberté ne peut se faire sérieusement sans se confronter au réel, c'est-à-dire sans tenir compte des contraintes auxquelles nous sommes confrontés. Et s'il est bien une personne en France qui est au cœur de toutes les contraintes, c'est le Premier ministre. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai invité l'an dernier pour les 150 ans du Temple, 1870, année de la mort de Frédéric Basile aussi. Il a vu le Temple. Les contraintes sanitaires nous ont empêchés de nous retrouver l'an dernier pour les 150 ans du Temple. Et puis, de fil en aiguille, nous avons trouvé cette date en plein milieu des vacances, ce qui est l'occasion d'un petit bain de mer peut-être. C'est la raison pour laquelle je vous avais fait venir pour penser la liberté, non pas simplement comme on la prêche ici, mais en tenant compte de toutes les contraintes auxquelles on est confronté. Et le moment est venu d'engager ce dialogue. Non pas de faire le bilan de votre gouvernement, non pas de faire le bilan de notre Église, mais le moment de penser ensemble, tous ensemble, pas simplement deux personnes, mais nous tous qui sommes réunis, qui avons chacun une expertise particulière, une expérience qui n'appartient à nul autre. Et je le ferai de manière critique par 3 entrées que voici. Et comme ça fait 1 an que ma salle de boxe est fermée, si c'est un peu musclé, c'est juste parce qu'il fallait bien que ça remonte un peu. Et vous avez du répondant, n'est-ce pas, monsieur le Premier ministre? Bien. Première entrée, je dirais tout simplement que le pouvoir, et le pouvoir politique, est contraire à la liberté. Et à la lecture de votre ouvrage sur votre passage à Matignon, je suis frappé que la liberté ne soit pas invoquée dans les nombreux arbitrages que vous avez dû prendre, vous qui êtes un amoureux de la liberté. Et cela donne l'impression que la liberté n'a plus sa place, qu'elle a perdu sa place dans l'horizon politique, et qu'au fond, il n'est pas possible de tenir et pouvoir politique et liberté. Et la théologie repère d'ailleurs une incompatibilité entre la liberté et le pouvoir. Il n'est qu'à lire le livre de Samuel au chapitre 8. Le peuple demande un roi, un gouvernement institué, centralisé, et le prophète Samuel dit « Mais vous vous rendez compte, si vous avez un gouvernement institué, eh bien, il prendra vos fils pour ses armées, il prendra vos filles comme parfumeuses, comme cuisinières, comme boulangères, il prendra le meilleur de vos champs, il prendra 1/10 de vos récoltes, il prendra le meilleur de vos serviteurs, de vos jeunes gens, de vos ânes, et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra le 10e de votre petit bétail, et vous-même, vous deviendrez esclaves. Retour en Égypte. Ce que la théologie constate, c'est que le pouvoir politique est une menace pour la liberté. Justement parce que le pouvoir politique a tendance à exercer de multiples coercitions sur son peuple et qu'il a tendance à se servir du peuple pour se maintenir au pouvoir. Alors peut-on préserver la liberté? Peut-on sauver quelque chose de la liberté quand on est aux manettes? Deuxième entrée, les contraintes de la vie courante font de la liberté une variable d'ajustement. Et il apparaît que l'exercice du pouvoir qui affronte la société réelle, la société imparfaite, ne s'embarrasse manifestement pas de la liberté. Et il apparaît que la liberté n'est
que le plus souvent qu'une variable d'ajustement quand il y a des décisions à prendre, alors qu'elle devrait être le critère à partir duquel on prend les décisions, dans un monde parfait. Le plus criant est la tension entre liberté et sécurité. Au nom de la sécurité, on a réduit les libertés individuelles les unes après les autres. On a réduit la vie privée et on passe beaucoup de choses sous le contrôle de l'État. Et si on soumettait les contraintes à la liberté plutôt? Enfin, troisième point, le pire, c'est que la réduction des libertés individuelles se fait le plus souvent avec le consentement des concitoyens. Je reviens à l'institution de la royauté dans le premier livre de Samuel. Le prophète Samuel annonce toutes les horreurs qui vont s'abattre sur le peuple. Quelle est la réponse du peuple? Nous voulons un roi comme les autres nations. Comme l'écrira la Boétie au sujet du peuple, on dirait à le voir qu'il n'a pas perdu la liberté, mais qu'il a gagné sa servitude. Discours de la servitude volontaire, un texte qui reste d'actualité. N'y a-t-il pas une fâcheuse tendance en France qui consiste à donner de plus en plus de responsabilités à l'État en lui confiant le soin de régler tous les problèmes, ce qui a pour conséquence de déresponsabiliser les individus ou les corps intermédiaires? L'État ne devient-il pas une sorte de Dieu tout-puissant dans l'esprit des Français? Or, un Dieu tout-puissant, c'est une idole qui prive chacun de ses responsabilités. L'État ne joue-t-il pas un vilain tour aux citoyens en répondant aux différentes situations qui lui sont soumises, en favorisant l'abandon finalement des responsabilités individuelles? Est-ce que vous ne tuez pas la liberté? Vous avez 15 minutes? Monsieur le pasteur, et mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les députés, je voudrais d'abord vous remercier d'être présents et vous dire que je suis un peu impressionné parce que c'est la première fois que je m'exprime dans un temple. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas philosophe et je ne suis pas en meeting. Le lieu serait peu approprié. Je suis venu à l'invitation de Monsieur le pasteur pour évoquer avec vous un sujet qui m'est cher et qui est, je crois, important dans la société dans laquelle nous vivons, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est la question de la liberté. Et quand je dis l'évoquer avec vous, c'est en discuter avec vous, en faisant part de convictions, en faisant part de doutes, en essayant de répondre aux questions, bref, en essayant de nouer une conversation, parce que j'ai la conviction très profondément ancrée au fond de moi-même que la République est une conversation et que tout est possible aussi longtemps que nous conversons. Non pas simplement que nous parlons. La conversation a ses règles, qui peuvent être des contraintes, monsieur le pasteur, mais qui exigent que nous nous écoutions avec bonne foi et que nous entrions dans un dialogue et dans un débat qui est une conversation. Et si vous me permettez, ça va me permettre de continuer à réfléchir à vos questions, monsieur le pasteur, peut-être un mot, parce que il ne me semble pas complètement inapproprié de dire un mot sur la relation que je peux avoir au protestantisme. Je vais faire rapide. Et pendant très longtemps, cette relation a été absolument nulle, au sens où, enfant d'une famille dans laquelle ma mère était issue d'une famille très catholique, et mon père était issu d'une famille très athée. Je n'ai, je crois, jamais entendu parler du protestantisme avant mon adolescence, et encore mon adolescence tardive. Pour moi, le protestantisme, c'était l'édit de Nantes, ou plus exactement sa révocation, et c'était une ignorance crasse et totale. Tout ça partait mal. Et tout ça n'a été finalement qu'imparfaitement corrigé, mais néanmoins corrigé,
à la suite de rencontres que je voudrais évoquer ici, puisque c'est la première fois que je m'exprime dans un temple, de rencontres qui finalement racontent une histoire intéressante. D'abord, le fait que mon autre passion, à part la vie publique, et au fond elles ne sont pas si différentes, c'est l'histoire. Et j'ai eu la chance, peut-être comme certains d'entre vous, d'avoir et de m'éveiller à la science historique grâce à un grand professeur. Et ce professeur, qui s'appelle Patrick Cabanel, est un protestant, si j'ose dire protestant et fier de l'être, je suis certain qu'il est connu dans cette église, et sans jamais évidemment se livrer à aucun prosélytisme qui aurait été incompatible avec sa fonction. Il a éveillé quelque chose dans un esprit qui ne savait pas ce qu'était l'histoire protestante ou ce qu'était le protestantisme ou la place du protestantisme dans l'histoire de France. Et de cela et de bien d'autres choses, je lui suis très reconnaissant. La deuxième personne qui a justifié mon entrée dans la vie publique, ou plus exactement, qui m'a donné envie, non pas simplement de m'intéresser aux affaires de l'État, mais peut-être un jour, qui sait, d'y participer, c'était Michel Rocard, dont on ne peut pas dire qu'il ait été exactement un homme de droite. Quoique, je connais des gens à gauche qui ont longtemps pensé qu'il était un homme de droite. Mais les querelles de chapelle sont ce qu'elles sont. Et je vous propose de ne pas y entrer tout de suite. Enfin, je dois mon nom, Édouard, enfin mon prénom plus exactement, au curieux mélange opéré par Édouard Selle, un riche négociant havrais, protestant, et André Gide, écrivain, et son oncle Édouard dans Les Faux Monnayeurs. Et ce sont les deux références qui ont guidé mes parents à m'appeler Édouard. Il se trouve que ces deux références protestantes. Je termine en disant que la personne qui m'a véritablement fait entrer dans la vie politique était Antoine Ruffnac, le maire du Havre, lui aussi protestant et lui aussi fier de l'être, et qui m'a énormément appris, ça je le sais, et je lui en suis éternellement reconnaissant, mais dont la conviction, la foi, a de toute évidence imprimé sa marque sur la façon dont il envisageait la conduite des affaires publiques, et je dirais même sa relation avec les autres. Et tout ça n'a absolument aucun rapport avec la question qui m'a été posée, mais ça m'a fait bien plaisir de vous le dire. Alors, s'agissant de liberté, j'ai 3 convictions assez fermes et une question à laquelle je ne suis pas sûr d'avoir une réponse. Et vous allez voir que dans ces 3 questions, dans ces 3 convictions assez fermes et dans la question que je continue à me poser, il y a des éléments de réponse à l'interpellation amicale mais néanmoins sévère de Monsieur le Pasteur, et il y a probablement la base d'un bon débat. La première conviction rejoint celle qui a été formulée il y a quelques minutes par Monsieur le Pasteur, même si je l'exprime dans des termes différents, c'est que la liberté est la valeur cardinale d'une vie en société, et qu'elle est littéralement première. Et je ne vais pas chercher dans les textes bibliques cette référence, je vais les chercher au fronton de nos édifices et dans la maxime républicaine. On commence par la liberté. Je ne dis pas qu'elle est plus importante que les autres, même si à mes yeux elle l'est, je dis qu'elle est première. Et que les mots et leur ordre ont un sens. Liberté, égalité, fraternité. D'abord liberté, sans quoi rien n'est possible. Dans la philosophie politique dans laquelle j'ai toujours choisi de m'inscrire, qui est celle d'un libéralisme politique, et qui est parfois caricaturé, mais qui est au cœur, au fond, de l'histoire politique de la Révolution du 19e et du 20e, le système politique a pour objet de préserver 3 éléments majeurs. Et vous allez voir, c'est curieux, ils reviennent un tout petit peu à ce qu'a dit Monsieur le Pasteur. Le premier, c'est la sécurité. Un système politique doit garantir la sécurité, c'est-à-dire l'intégrité des personnes. Le deuxième, c'est la propriété. La propriété au sens de comment maintenir cette intégrité. Et le troisième, c'est la liberté. Au cœur du libéralisme politique, il y a cette idée qu'on appelle à l'époque un droit naturel, le droit naturel des personnes, qui repose sur l'idée d'un triptyque sécurité, propriété et liberté.
Et je considère donc que toute association politique doit avoir pour objet et n'a de légitimité que si elle a pour principale priorité de garantir un niveau de liberté maximale de ses concitoyens. Première conviction. La deuxième conviction, que je porte de façon assez convaincue, c'est que la liberté, et là aussi vous l'avez dit, monsieur le pasteur, n'est jamais l'absence de contrainte. L'apesanteur ou l'anarchie, ça n'est pas la liberté. La liberté s'exprime dans une société, et la liberté des individus s'exprime dans une société, ce qui veut dire que la vie collective appelle la production de règles destinées à organiser le cadre de cette liberté. Et nous le savons tous. Pour prendre l'exemple le plus trivial qui soit, vous pouvez sans doute, lorsque vous conduisez, aller où vous voulez, mais de façon à vous permettre d'aller où vous voulez en bonne sécurité, progressivement, un code de la route a été imposé qui vous évite et qui vous garantit normalement de pouvoir aller là où vous le voulez. La liberté ne peut pas s'exprimer sans contrainte. Et la liberté ne peut pas s'exprimer sans sécurité. Je voudrais vous citer, et de fait, dans cette tension permanente entre la sécurité ou la santé, c'est-à-dire les règles collectives qui doivent vous permettre de garantir la sécurité, et la liberté, il y a la tension politique majeure des systèmes démocratiques et des systèmes libéraux. C'est la tension politique majeure. Il y en a d'autres, mais celle-ci est au cœur de la tension et du débat démocratique. Et ce n'est pas moi qui le dis, je voudrais vous citer quelques précédents, dans les classiques et dans les plus contemporains. Je voudrais quand même citer cette phrase qui est éloquente de Montesquieu, qui dit, je le cite parce que je ne le cite pas de mémoire, « Il est vrai que dans la démocratie, le peuple paraît faire ce qu'il veut, mais la liberté politique ne consiste pas à faire ce que l'on veut. La liberté, c'est le droit de faire tout ce que les lois permettent, et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent, il n'y aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir. » Et je voudrais vous donner un autre exemple, qui est beaucoup plus contemporain, et qui commence à approcher la réalité de ce que peut être Matignon. Je voudrais citer le cas de Georges Pompidou. Aujourd'hui, dans le débat contemporain, souvent, lorsqu'on parle de la contrainte et de la liberté, on cite cette phrase bien connue, un peu triviale peut-être dans la langue, mais s'agissant de quelqu'un qui était aussi lettré que Georges Pompidou, on peut tout lui passer, qui disait « Arrêtez d'emmerder les Français ». Et on fait donc de Georges Pompidou celui qui, au fond, aurait, par son bon sens, défendu la liberté individuelle contre la contrainte excessive. Tout ça est sans doute vrai, mais tout ça n'est pas complètement vrai. Georges Pompidou, dans un livre assez extraordinaire que je vous recommande très vivement, qu'il a écrit après être parti de Matignon, mais qu'il a publié, enfin il ne l'a pas publié du reste parce qu'il a été publié de façon posthume, qui s'appelle Le nœud gordien. À cette formule trop peu connue, mais intéressante. Il dit « Gouverner, c'est contraindre ». On connaît le « gouverner, c'est choisir ». Et Georges Pompidou dit « Gouverner, c'est contraindre ». C'est-à-dire formuler des règles qui sont par définition des contraintes, mais qui n'ont de sens que si elles permettent d'organiser la liberté. Et gouverner, c'est contraindre. On n'est pas très loin de ce que vous nous disiez, monsieur le pasteur. Là encore, les mots sont différents. Je rappelle, et vous n'y verrez aucune espèce de comparaison possible avec une situation plus contemporaine, que le port obligatoire de la ceinture de sécurité a été instauré en 1973. Le Premier ministre, c'était Pierre Messmer, et le Président de la République, c'était Georges Pompidou. Et il a instauré cette contrainte, qui a été perçue à l'époque comme une contrainte majeure, qui a été décriée, qui a été contestée,
et qui est apparue comme une contrainte auquel nous nous sommes adaptés, vous vous êtes adaptés, parce que justement, ces bénéfices en termes de respect de la liberté et de protection de la sécurité sont progressivement apparus adaptés. C'est un précédent intéressant, me semble-t-il. On pourrait aller beaucoup plus loin et relever cette phrase célèbre de Cicéron qui n'est plus à la mode, non pas Cicéron, mais la phrase que je vais citer, qui disait, pour montrer combien la liberté pouvait être au fond l'exercice d'un pouvoir sous contrainte, qu'il disait « Les lois fondent la liberté, elles sont la source de la justice. Ce qui nous fait libres, c'est d'être leurs esclaves ou d'être leurs esclaves. » La liberté dans le respect strict de la loi, dans l'asservissement même à la loi. C'est ma deuxième conviction. La liberté, ça n'est pas de faire ce que l'on veut, c'est de pouvoir déterminer, dans le cadre qui est offert par la vie collective, ce que l'on veut. La troisième conviction que je porte, c'est que la liberté est toujours un combat. Le pire service qu'on puisse rendre à la liberté, le pire piège pour la liberté, c'est celui de penser la liberté comme un état et de ne plus la voir comme un combat permanent. C'est de penser qu'on est libre. Et que, par définition, dès lors qu'on est libre, on est dans un état qui garde... Un état avec un petit e, pas avec un e majuscule. Dans un état, dans une situation, dans un moment où, par définition, on est libre. Je crois qu'au contraire, la liberté est un combat permanent. Pour parler comme un mauvais économiste, je dirais c'est un effort permanent d'optimisation, de maximisation de son espace de liberté sous contrainte. C'est vraiment bien technocratique ce que je viens de dire là. Mais ça traduit quand même un petit peu, je dois dire, la façon dont j'envisage cette question de la liberté. La liberté, c'est un franchissement. Il ne m'appartient pas de faire des références théologiques, mais j'observe que quand il s'agit de reconquérir sa liberté, le peuple élu doit franchir un obstacle. Alors la mer Rouge ne s'ouvre pas forcément tous les jours, mais la vérité, c'est qu'il faut bien qu'il y ait un franchissement, il faut bien qu'il y ait un combat pour qu'il y ait la liberté. Et ça explique aussi que la liberté peut être préservée et défendue, y compris dans des cas où on est très peu libre. Je ne veux pas revenir sur la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, mais il y a quelque chose qui n'est pas très loin de cette dialectique. Au fond, on peut, alors même qu'on subit très peu de contraintes, renoncer à sa liberté. Alors que, prisonnier, écrasé, on peut intellectuellement, matériellement parfois, maximiser son espace de liberté et continuer à faire brûler la flamme. 1000 exemples historiques racontent cette histoire. 1000 romans la décrivent. La liberté, c'est toujours un combat. Je voudrais vous citer cette phrase extraordinaire parce qu'elle n'a pas disparu. C'est la phrase que Thucydide prête à Périclès. Les hellénistes la connaissent parce qu'ils ont sué sang et eau sur des versions sur l'oraison funèbre de Périclès. Mais elle dit ceci, elle dit, en parlant de ceux qui sont morts à la bataille, elle dit « Enviez donc leur sort, dites-vous que la liberté se confond avec le bonheur et le courage avec la liberté. La liberté se confond avec le bonheur et le courage avec la liberté. » C'est assez juste. Enfin, en tout cas, je pense que c'est assez juste. La question donc, si la liberté est un combat, si elle n'est jamais autre chose que la maximisation de cette liberté sous des contraintes, c'est une question très politique. C'est
Où place-t-on le curseur entre sécurité et liberté, Quelle est la légitimité de celui qui place le curseur? Et qui contrôle celui qui place le curseur? C'est la définition même de l'interrogation démocratique sous les Lumières. Légitimité de celui qui place le curseur, opportunité de placer le curseur à tel endroit, et qui contrôle celui qui place le curseur. Je considère qu'on peut se tromper dans l'endroit où on met le curseur, parce que l'erreur est humaine, parce que les contradictions, le monde tel qu'il est, et pas le monde parfait des idées, doivent vous faire écouter des gens qui ont des avis incroyablement différents, des intérêts incroyablement différents, des modes d'expression incroyablement différents, et que vous devez, en écoutant tout le monde, fixer l'endroit où le curseur est bon, pour obtenir l'effet que vous recherchez. Mais rien n'est possible, vous pouvez vous tromper. Rien n'est possible si celui qui place le curseur ne dispose pas, aux yeux de celui à qui s'applique cette norme, d'une légitimité. Et rien n'est possible si le contrôle de cette norme n'est pas assuré par un organisme indépendant. Et donc cette question de la liberté, je le disais, et on y revient par un autre chemin, est évidemment au cœur de l'interrogation politique et démocratique. Ça, c'est mes trois convictions. Elles sont, et j'en ai bien conscience, finalement assez peu originales. Elles s'accompagnent d'une question. Je voudrais susciter l'envie. C'est... Pardon. Elle s'accompagne d'une question, c'est est-ce que la nature de ce combat, puisque la liberté est un combat, est-ce que la nature de ce combat est en train de changer? Est-ce qu'au fond, nous sommes en 2021, comme l'étaient ceux qui étaient dans cette église au moment de Montesquieu? Elle a été construite? Oui. Oui. Bien sûr. Comme l'étaient les Grecs décrits par Thucydide ou les Romains qui écoutaient Cicéron. Bref, est-ce que quelque chose est en train de changer dans la nature de ce combat? Et je dois vous dire que je ne sais pas très bien. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à la question. Il me semble, et je ne voudrais pas que vous preniez ça pour des affirmations. Ce sont des hypothèses que je voudrais soumettre à la discussion. Il me semble que le combat est aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, au moins autant un combat contre le pouvoir de l'État que contre la normalisation, ou la normativité, on va dire, de la société. Autrement dit, le libéralisme politique, celui qui est au cœur de nos démocraties, et qui a souvent exprimé la nécessité de construire la liberté en limitant et en organisant le pouvoir de l'État, se trouve aujourd'hui peut-être confronté à d'autres types de pouvoirs, peut-être encore plus pressants, peut-être encore plus puissants, qu'il convient d'organiser pour préserver l'espace de liberté que j'invoquais. Premier élément, peut-être, qui montrerait que la nature du combat serait un peu différente. Deuxième élément, dans la nature du combat qui me paraît différente, et sur laquelle je pense qu'il faut bien réfléchir. Lorsque j'avais 18 ou 19 ans, lorsque j'étais étudiant, on pensait, probablement à tort, manifestement à tort, que le modèle de démocratie libérale s'était imposé avec une évidence telle, compte tenu de l'échec des systèmes communistes, qu'au fond, il n'y avait plus de questionnement sur la place de la liberté dans le modèle politique, la place de la démocratie dans les modèles politiques. Vous aviez cet intellectuel qui avait écrit un truc disant que l'histoire était finie du coup. Pas complètement, manifestement. Elle est toujours là, l'histoire, et elle va continuer à produire ses effets. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que
là où nous pensions que la liberté au cœur du système politique était garantie et s'était imposée comme la référence absolue des sociétés humaines, eh bien nous constatons que d'autres modèles apparaissent, ou plus exactement, que des modèles fondés sur un pouvoir étatique très fort et une liberté très exclusivement réservée à la sphère économique et à la sphère, j'allais dire, privée à l'intérieur du domicile, sont en train de s'imposer comme des modèles permettant d'une certaine façon de garantir plus de prospérité, plus d'efficacité, peut-être plus de sécurité, peut-être plus de santé à leurs concitoyens. Je ne crois pas que quiconque ici, enfin, quoique ce serait intéressant, mais enfin je ne crois pas quand même, que quiconque ici pense que le modèle chinois est un modèle qui devrait s'imposer par rapport au modèle de la démocratie, entre guillemets, occidentale. Mais je vois bien que dans le monde dans lequel nous vivons, ce modèle est désormais largement en concurrence et désormais préféré, y compris dans des États qui ont des cultures qui ne sont pas si différentes de la nôtre et des cultures politiques qui ne sont pas si différentes de la nôtre. Et je vois là quelque chose qui me paraît être un élément nouveau et un élément perturbant. Après, je vais vous dire, chaque fois qu'on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau, je m'arrête, je regarde et je constate que c'est rare de produire des choses nouvelles. Chateaubriand disait déjà, l'avantage avec Chateaubriand, c'est qu'il disait déjà tellement bien les choses qu'on peut toujours trouver quelque chose dans Chateaubriand. Chateaubriand disait déjà, la mode est aujourd'hui d'accueillir la liberté avec un rire sardonique, de la regarder comme une vieillerie tombée en désuétude avec l'honneur. Je ne suis point à la mode, je pense que sans la liberté, il n'y a rien dans le monde. De ce point de vue-là, et pas seulement de celui-là, je me sens très proche de Chateaubriand. Il y a beaucoup de permanence, mais il y a beaucoup de risques. Et je voudrais conclure par ça, en disant que, là aussi, sans être très éloigné de ce que vous a indiqué Monsieur le Pasteur, en disant qu'au fond, le risque, et le risque fondamental, ça n'est pas la prévalence de tel ou tel modèle, ça n'est pas l'importance plus grande des forces du marché ou des grands acteurs économiques. Au fond, le risque le plus grand pour la liberté, c'est d'y renoncer, et c'est le renoncement individuel. Et je voudrais revenir à deux grands penseurs de la liberté que j'apprécie et qui me paraissent être au cœur de cette problématique, que sont Tocqueville d'abord et Aron ensuite. Tocqueville raconte très bien, il décrit très bien ce risque d'un égalitarisme ou d'un conformisme qui débouche vers une servitude, il écrit, le terme est quand même extraordinaire, une servitude réglée, douce et paisible. Servitude réglée, douce et paisible. Voilà le risque que décrit Tocqueville. Chacun se refermant, il le décrit là encore, chacun se refermant donc étroitement en soi-même et prétendant de là juger le monde. C'est le contraire de la liberté. Cette espèce d'autonomie, de renfermement sur soi-même, qui donne le sentiment d'échapper à la contrainte, est l'exact inverse de la liberté. Et ça n'est jamais un phénomène qui est imposé par les autres, c'est toujours un phénomène qui est consenti. Aron dit au fond la même chose, et je vais terminer par cette phrase parce qu'elle me semble mettre en perspective la question posée sur la liberté. Aron dit « Pour laisser à chacun une sphère privée de décision et de choix, encore faut-il que tous ou la plupart veuillent vivre ensemble et reconnaissent un même système d'idées pour vrai, une même formule de légitimité pour valable. » Et il conclut avec cette phrase qui est l'enjeu de la liberté, mais qui est l'enjeu de notre pays. Il dit « Avant qu'une société soit libre, il faut qu'elle soit. » Merci beaucoup.